Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, aujourd'hui, c'est Olivier Lepic. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes docteur en histoire et politique internationale. Vous êtes un spécialiste des armes chimiques. On s'est connus il y a très longtemps, quand j'étais sur LCI, au moment du 11 septembre, et on parlait de l'anthrax avec vous. Vous étiez sur de nombreux plateaux. Régulièrement, je vous appelle pour faire un point sur les armes chimiques. Ça revient à chaque fois qu'il y a un conflit. C'est une crainte. Est-ce qu'elle est justifiée d'ailleurs? Vous allez peut-être nous le dire dans un instant. Je voulais vous avoir ce matin, suite à cette information à propos du milliardaire et oligarque Roman Abramovich, qui aurait été empoisonné. Visiblement, ce n'est pas si simple que cela. Peut-être un mot sur, alors on n'a pas énormément de données, Olivier Lepic, mais est-ce que ça vous semble être un empoisonnement tel que les Russes ont pu avoir l'habitude d'en pratiquer en ce qui concerne Roman Abramovich? À ce stade, c'est très difficile de conclure à un empoisonnement. Les tableaux cliniques et les symptômes présentés par M. Abramovich et deux des négociateurs ukrainiens sont peu concluants. Ça ne ressemble pas à une intoxication à un neurotoxique organophosphoré de dernière génération, comme ce fut le cas avec les tentatives d'assassinat sur les épouses Skripal ou sur Alexei Navalny en 2020. Donc aujourd'hui, je suis très réservé. Ça peut ressembler également à une intoxication alimentaire. Donc encore une fois, il est un peu trop tôt pour conclure. Oui, alors la question des armes chimiques, je le disais, elle est bactériologique, elle ressurgit à chaque fois qu'on parle de conflit, mais c'est vrai que la Russie a tout de même un passé assez concret en la matière. Alors, la Russie a un passé concret, je dirais, en termes d'utilisation de poisons, d'agents chimiques ou biologiques, non seulement pour assassiner ou tenter d'assassiner des opposants et des défecteurs, depuis le parapluie bulgare, le célèbre parapluie bulgare en 1978 avec la ricine, déjà l'assassinat d'un défecteur bulgare à Londres. Il y a une tradition, si vous me permettez l'expression, d'utilisation de poison. On l'a vu également avec Alexander Litvinenko à Londres avec du polonium 210, cette fois-ci une substance radioactive. Donc effectivement, dès qu'il y a des présomptions comme dans le cas de Roman Abramovich, eh bien, on se tourne évidemment vers la Russie parce qu'il y a des précédents avérés et indiscutables d'utilisation par les services de renseignement russes de ce type de méthode. Pour ce qui concerne les armes chimiques, je dirais qu'à titre personnel, je ne crois pas à une escalade chimique sur le théâtre ukrainien, pour plusieurs raisons. D'abord, la Russie est signataire de la Convention d'interdiction des armes chimiques de 1993, qu'elle s'est débarrassée officiellement, en tout cas depuis 2017, des 40 000 tonnes d'agents chimiques militaires qu'elle possédait. On a des doutes sur la réalité de cet engagement et l'utilisation du Novichok, de triste mémoire, qui est un agent chimique militaire par les services de renseignement russes, laisse à penser que la Russie ne respecte pas complètement ses engagements. Ceci dit, je ne vois pas très bien ce que Vladimir Poutine aurait à gagner dans cette affaire, parce que si vous avez bien vu les réactions de l'opinion publique internationale, de l'OTAN, on franchirait un pas supplémentaire dans l'horreur et dans l'indignation si d'aventure l'armée russe utilisait l'arme chimique sur le théâtre ukrainien, que le régime de sanctions serait probablement amené à se renforcer encore et que la seule raison pour laquelle le Kremlin pourrait être tenté d'utiliser cette arme, c'est, comme on l'a constaté en Syrie, ce sont des armes de terrorisation et notamment des populations civiles. Et donc dans un combat et dans une guerre dont le centre de gravité évolue de plus en plus vers les populations civiles, on pourrait effectivement craindre l'utilisation de ces armes. Et je pense que les déclarations de l'OTAN et de l'Occident sont plus une façon de mettre en garde la Russie à l'égard de cette éventuelle utilisation. J'en discutais avec des responsables de l'OTAN il y a quelques jours. Ce qu'on craint, ce n'est pas une utilisation massive et extensive de l'arme chimique, ce serait plutôt une opération, je dirais, ponctuelle avec des armes chimiques dans lesquelles les Russes pourraient accuser les Ukrainiens d'être à l'origine et vice-versa, un petit peu à l'image de ce qu'on a vécu en Syrie pendant la partie chimique du conflit. Il y a eu quoi en Syrie d'ailleurs? À quel moment des armes chimiques ont été employées?
dans des guerres? En Syrie, ils ont été employés à multiples reprises par le régime syrien, notamment sur Alep. On se souvient de ces images terribles de la banlieue de Damas et de ces hôpitaux où les enfants agonisaient après avoir été exposés à du sarin. Ce sont vraiment des produits diaboliques. La dose létale pour les neurotoxiques organophosphorés, c'est d'ordre du milligramme. Et ça ne passe pas seulement par les voies respiratoires, ça passe aussi à travers l'épiderme. Donc une simple micro-goutte sur votre paume et en quelques minutes, c'est une mort certaine et particulièrement horrible. Donc en Syrie, elle a été utilisée par le régime à de nombreuses reprises avec la bienveillance, si j'ose l'expression, de son allié russe. Et c'est bien pour cela que cette crainte ressurgit aujourd'hui dans un conflit qui, à certains égards, ressemble un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, à savoir des combats urbains dans lesquels il y a des populations civiles qui continuent de survivre. Et donc, ces tristes événements de Syrie laissent à penser, enfin en tout cas font craindre que l'usage de l'arme chimique puisse être renouvelé. Encore une fois, je n'y crois pas. Je peux me tromper, évidemment, je prends un risque en disant ça, mais je ne crois pas à une escalade chimique sur le théâtre ukrainien. Oui, un auditeur me dit le phosphore blanc, c'est déjà une arme chimique. Non. Alors non, ce n'est pas une arme chimique, ce n'est pas considéré au terme du droit international comme une arme chimique, c'est une arme incendiaire qui est à bien des égards assez terrible parce qu'effectivement le phosphore, quand il entre en contact avec l'air, brûle à des températures extrêmement élevées, entre 800 et 1000 degrés. Mais donc l'objet et le principe de ces bombes, c'est de provoquer des incendies dévastateurs ou d'éclairer des zones de combat. Le droit international réprouve leur usage sur des populations civiles et dans des zones densément peuplées, mais je dirais d'un point de vue strictement légal, ce ne sont pas des armes chimiques. D'accord. Est-ce que nous, on fabrique en France des armes chimiques? Est-ce qu'il y a des laboratoires qui travaillent peut-être que mon vocabulaire n'est pas adapté à la réalité. Comment ça se passe? Est-ce que nous aussi, on a des armes chimiques en France? Non, on n'a pas d'armes chimiques en France. On en a eu pendant très très longtemps, jusqu'à la fin des années 80. Mais François Mitterrand, qui a été à l'origine de la Convention d'interdiction des armes chimiques, qui a été signée en 93 et qui a été ratifiée, donc qui est entrée en vigueur en 1997. La France en est signataire et donc depuis la fin des années 80, nous n'avons pas d'armes chimiques et nous n'avons que des activités défensives qui sont autorisées et de protection qui sont autorisés par la Convention, mais la plupart des pays signataires respectent strictement cette Convention. Et à certains égards, on peut dire qu'on parle beaucoup, effectivement, en ce moment des armes chimiques, mais 193 États ont ratifié cette Convention et la très, très grande majorité la respecte. On a quelques doutes sur certains États, dont la Russie, mais globalement, les armes chimiques ont plutôt disparu des arsenaux des grandes puissances et de l'ensemble des États de cette planète. Mais comment on se défend face à une attaque chimique, justement, si vous avez des pays qui sont plus ou moins francs dans leur armement, justement? C'est-à-dire qu'on est démunis, enfin tous ces pays qui jouent le jeu sont démunis. Non, pas du tout. La Convention interdit les aspects et les recherches offensives, mais elle n'interdit pas les recherches défensives. Aujourd'hui, toutes les grandes forces occidentales disposent de matériel à la fois de détection et de protection. Ce qui est compliqué avec les agents chimiques militaires de dernière génération, c'est que, comme je vous le disais, ça passe par les voies respiratoires, mais également l'épiderme. Donc, il ne suffit pas d'avoir un masque à gaz pour s'en protéger. Il faut une combinaison complète. Donc, la plupart des armées, je dirais, modernes disposent des moyens de protection. En revanche, vous imaginez bien que les populations civiles sont très vulnérables parce qu'elles ne disposent pas de ces moyens de protection. Et donc, on l'a vu en Syrie, et c'est ce qui fait très peur dans le théâtre ukrainien, c'est que ça pourrait être une arme de terrorisation des populations civiles pour essayer de briser la résistance absolument admirable de l'armée ukrainienne et du peuple ukrainien dans son ensemble. Comment est-ce que, alors j'ai une question d'un auditeur qui me dit, est-ce que ça coûte cher à fabriquer des armes chimiques? Comment est-ce qu'on travaille? Qui travaille là-dessus? Est-ce qu'il y a un petit laboratoire, pour schématiser, qui travaille sur ces armes chimiques? Et je me souviens, après plusieurs entretiens qu'on a eu ensemble, et au moment de crainte d'attaques de variole et autres, que c'est quand même extrêmement compliqué de militariser des armes. Là, je parle bactériologiques.
Tout à fait. Alors, en fait, le problème n'est pas vraiment un problème de coût. Un État, je dirais, suffisamment important peut mener sans souci et sans que ça pose des problèmes financiers gigantesques ce type de programme. La difficulté, elle est plutôt technique. C'est-à-dire que pour fabriquer un agent chimique de dernière génération, un neurotoxique, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe de militariser un agent biologique également, un virus, une toxine, une bactérie. Et donc la barrière, elle est plutôt technique parce que ça nécessite à la fois des ressources industrielles, scientifiques très importantes et des connaissances extrêmement pointues. Il y a une différence entre fabriquer quelques milligrammes d'un agent militaire chimique et d'en fabriquer plusieurs centaines de tonnes et les militariser sous forme de bombes, de roquettes ou d'aérosols. Donc la barrière, elle est plutôt technique que financière. Mais ça ne se fabrique pas dans un garage tout seul avec la panoplie de l'apprenti chimiste. Vous risquez d'être la première victime de votre tentative si vous jouez à ça. Quid du gaz sarin, me demande un auditeur qui nous rappelle ce qui s'était passé dans le métro au Japon. Est-ce que les symptômes d'Abramovich peuvent s'apparenter à du sarin? Vous voyez, on a des questions très précises de nos auditeurs. Alors non, les symptômes de M. Abramovich ne s'apparentent pas à un neurotoxique organophosphoré de type sarin. Je pense que si on avait utilisé du sarin contre Roman Abramovich, il serait probablement mort à l'heure où on se parle. Donc encore une fois, je le disais, les tableaux cliniques ne sont pas concluants et ce n'est pas le sarin. Le sarin est un des derniers agents les plus modernes, extrêmement toxiques. Effectivement, il a été utilisé par une secte millénariste au Japon dans le métro en mars 1995, mais également par le régime syrien, puisqu'il figurait ce gaz dans la plupart des arsenaux modernes de guerre chimique. Mais encore une fois, il est très compliqué à fabriquer. Très bien, merci beaucoup Olivier Lepic d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de nous répondre sur Sud Radio ce matin, et merci encore à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.